Bonjour à tous. Nous sommes le 11 avril 2025. C'est le dernier jour de cours, figurez-vous, du semestre. On va se voir 5 heures aujourd'hui, quand on est, on ne compte pas. On est en cours donc d'hébreu avancé. On est en train de travailler sur le manuscrit 11Q5, la colonne 28. Donc c'est le psaume, fameux psaume 151, dans une version donc hébraïque qui était jusqu'alors inconnue et qui est différente de celle qui était connue par le grec, notamment dans les versions chrétiennes et dans les Bibles chrétiennes. Et il est apocryphe pour les, disons, il n'est pas dans le Tanakh et il n'est pas non plus du coup dans la Bible catholique ou protestante. Voilà. Alors, on en était rendu à la ligne 8 que je vais mettre à l'écran ici comme ça. Euh, on avait commencé à lire cette ligne. Euh, et donc, ce qu'on avait lu, on nous disait Hakol hu Shama, quelque chose comme ça, Vehu Heezin. Donc, Hakol, la totalité, Hu Shama, lui, il entend, Vehu Heezin, et lui, il prête l'oreille. Quelque chose comme ça, ou écoute, ou entendre, enfin, il faut trouver des synonymes en français. On a l'habitude en hébreu, évidemment, d'avoir des parallèles dans la littérature poétique. Euh, Très bien. Alors, on continue. On s'en était arrêté là. Et il faut lire la suite. Qui veut nous lire la suite? Des Moi, je veux candidats? bien. Ah, alors attendez, oui. Je veux bien. Qui a dégainé la première? C'est Martine. Oui. Oui, oui. Alors, j'ai trouvé Shalar Nevio, Li Mosharni et Shmuel, Li Gedolni. Oui, Li Gedolni. Mhm. D'accord. Alors, vous allez nous détailler tout ça. Alors, Shalar, à mon avis, c'est un catal. Alors, je vais noter Euh, tout ça à l'écran. Comme ça, on va bien vous suivre. Alors, Chalar, vous l'avez vocalisé comme un catal, me dites-vous. oui, C'est-à-dire? il envoya Nevio, Oui, oui, il faut son vocaliser. prophète, Il faut vocaliser. Nevio. Non, mais Chalar, vous le vocalisez comment? Pardon, un Kametz et un Patard. Kametz Patar, très bien. Nevio, j'ai mis un serré, Un un tséré, iode, un yod, iode pas un et yod. Il y a, un il y a un yod déjà, vous voulez dire un relame sur le rirek. mot. Oui. Voilà. Chomarni. Alors, un Irek, Un rirek, un Olam, problème, très bien. un Patard, Patar, un cheval, un un cheval, cheval, cheverny, voilà. un rirek. Ah, Flûte. Oui, c'est ça, pardon. limoucharné. Très bien. Et j'ai mis c'est pas un ségol, c'est pas un serré. Un tséré, et, Euh, où est-ce que j'en suis? Les chamarres, alors, Shmuel, j'ai mis un cheval, un, un ou, je me souviens plus. C'est un ou. un chourek, Voilà, pardon. Et puis un cheval. un cheval. Non, non, c'est pas Non, ça. Un serré. un tséré. Très bien. Voilà, Shmuel, Shmuel. J'ai mis un Y. oui, Ensuite, j'ai mis un cheval, un cheval. un, un Olam, Olam Gedol, voilà, et un cheval. et un cheval. Et Voilà. le Noun, Ah oui, ben un Y. un Chirec. Très bien. Alors, comment vous traduisez ça? Alors, Chalar, je dirais, il envoya Il envoya Nevio, son prophète, son prophète
Limocharni, pour me consacrer, pour me oindre. Pour me consacrer, moindre. Ouais. Mhm. Et Shmuel, alors, celle-là, j'ai pas compris parce que, à mon avis, c'est Shalar et Nevio Shmuel. Oui, 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 c'est ça. Shalar et Nevi Shmuel. C'est sûr que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà. Ligdolni, Mais comment pour vous le traduisez du me, coup? ah ben, pour me consacrer, Non, pour me oindre, avant, quand là, le et Shmuel, vous le traduisez comment? ben, Samuel. Samuel, très bien. Oui, oui. Il envoya Samuel, son prophète. Il Voilà. envoya Samuel son prophète. Mhm. Ouais. Pour me consacrer et pour, alors, Gadol, ça vient de Gadal, euh, oui, Gadol, Oui. c'est un infinitif construit avec un suffixe. Donc, Infinitif construit avec suffixe. pour me grandir, quoi, Pour me grandir, d'accord. pour me rendre grand, Me rendre grand. quelque chose comme ça. D'accord, merci. Alors, les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est ce que vous avez compris aussi? Comme ça, vous avez vocalisé? Oui, sur le sens, mais sur la vocalisation, j'ai des différences. Les différences de vocalisation. Par ex- Alors, on vous écoute. oui. Par exemple, le Nevio, je n'ai pas mis un serré sous le noun, j'ai mis un dag- pas un dagesh, un shva, pardon. Un shva, oui. Voilà, Alors, voilà. effectivement, le terme prophète, c'est Navi, avec un A et un I. Et quand on dit Nevio, c'est parce qu'on ajoute donc un pronom suffixe qui va prendre l'accent et on va faire tomber l'antéprétonique. Donc le A va tomber en schwa. On va mettre un schwa parce que la voyelle A tombe. Donc on ne met pas de tseri, il y a pas de voyelle E ici. D'accord. Alors même si effectivement, évidemment, c'est toujours la difficulté parce qu'en hébreu moderne, le schwa voisé se prononce E. Donc en hébreu moderne, on dit nevio, quelque chose comme ça. Bon, d'abord, en hébreu moderne, on n'utilise pas beaucoup les pronoms suffixes, mais en tout cas, la façon dont on lirait le texte massorétique en hébreu moderne, ce serait nevio. Et donc, effectivement, on fait souvent la confusion entre un tseri et un schwa. Mais effectivement, là, en l'occurrence, c'est bien un A, la voyelle A qui est tombée, donc c'est bien un schwa ici. Donc, shalar nevio. Ensuite, Oui. Alors ensuite, le verbe machal, là, alors on attendrait normalement un infinitif construit, mais il y a le vav après le même qui montre que c'est peut-être un participe, pourroigne en moi, quelque chose comme ah, ça, hein. donc plutôt un participe qu'un infinitif construit pour C'est oignant surprenant, mais moi. Mhm. C'est le vav qui vous mais embête, c'est ça, hein? bah oui, c'est le va, oui. Alors, et les autres, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que ça, vous avez aussi pensé à un participe? Comment vous expliquez ce vav? Oui, enfin, oui. Non, il y a d'autres. Enfin, je trouve bizarre que ce soit un participe, hein. J'aurais plutôt attendu un infinitif construit, mais je vois pas comment gérer ce va avec un. Alors, ce serait bien de retrouver euh, mon paradigme. Euh, Regardez ce qui se passe. Si vous prenez un verbe et que vous allez chercher l'infinitif, ktol, d'accord? Effectivement, on se dit, quand on pense à l'infinitif construit, ktol, on prend yiktol, vous voyez, comme ici vous avez yiktol, vous enlevez la préférente, ça fait ktol. Et donc effectivement, la tendance, c'est de dire je vais faire ktol plus pronom suffixe, ktol ni, ktol cha, ktoler, etc. Or, ça n'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est qu'on a kotli, ou koutli même. Je ne sais pas ce que c'est que la note 1. On va regarder. Oui, alors d'accord, ça c'est sur le ni, etc., etc. Bon, d'accord. Donc ici, où est-ce qu'on en était? Voilà, vous allez avoir donc kotli, kotlecha, kotler, kotlo, kotla, kotlenu, kotlechem, kotlechen, etc., etc. Alors, comment expliquer cette forme avec un O
sous la première consonne et non pas sous la deuxième. Et d'autant plus que la deuxième consonne, le schwa, est vraisemblablement un schwa voisé. Là, avec Catal, on ne le voit pas, mais dans certaines racines avec des bégat kefat, on voit que la bégat kefat qui suit est fricative et donc que le schwa est voisé et donc qu'il y avait une voyelle. Eh bien, on présuppose que l'infinitif construit était en fait primitivement un shem kutul. Euh, bon, tout ça, c'est des, comment dire, évidemment, c'est des façons de retomber sur ses pieds. Donc, vous supposez un shem kutul primitif pour l'infinitif construit. Et donc, quand vous avez un shem kutul, ça va donner soit, alors avec, soit ça va donner ktol. Donc, vous faites tomber, attendez. Donc, ça va donner ktol en hébreu. Avec une chute de la prétonique, ce qui peut paraître bizarre, mais comme on est à l'infinitif construit, l'infinitif construit donc se construit sur le mot qui suit, et donc on va considérer qu'en fait il est en position antéprétonique et non pas en position prétonique. Comme vous dites, dvar Adonai, quelque chose comme ça. Vous voyez, dvar, c'est davar, mais quand vous passez à l'état construit, ça fait dvar. Et donc de la même manière, si vous êtes à l'état construit, au lieu d'avoir vous avez ktol ou quelque chose, au lieu d'avoir kotol ou un truc comme ça, vous avez ktol. Alors après, deux voyelles ou qui se suivent derrière, de toute façon, en hébreu, on n'aimerait pas ça, donc de toute façon, on aurait une dissimulation, on n'aimerait pas avoir kotol, un truc comme ça, vous n'avez jamais de mots comme ça en hébreu. Donc à l'état construit, on va dire, mince, alors comment je fais pour écrire maintenant? Donc à l'état construit, et puis sinon, vous allez avoir donc cote, attendez, je reviens à mon cote, Léni par exemple, c'est ce qu'on avait vu, avec pronom suffixe. Donc les ou vont passer en o en hébreu, d'une part, et donc vous allez avoir soit ktol, le premier o qui tombe, soit le deuxième qui tombe. Et en fait, c'est kote, léni, quelque chose comme ça. Alors attendez, il faut que je remette mon. Voilà. Voilà, alors c'est pas non plus tip top parce qu'à vrai dire, ce cheval mobile, il me semble que des fois on trouve quand même que la Begad Kefat qui suit a un dagesh. Donc, il n'est pas toujours mobile. Voilà. Donc ça, c'est l'hypothèse de travail. On peut s'en arranger, on peut expliquer si ça marche pas toujours. Vous pouvez vous en souvenir si vous le voulez, ou tout simplement, vous pouvez apprendre le paradigme et vous souvenir que quand on a l'infinitif construit, on a kotli, kotlecha, etc., etc., et kotlo. Donc si on dit, si on a le verbe machar maintenant, eh bien, on va avoir soit donc kotli ou kotleni, et donc on va avoir moshreni, quelque chose comme ça. Si je reviens à mon texte, la vocalisation qu'on attend, du coup, c'est mosh, ré, mosh. Voilà, faut que je remette mon. Moshreni, vous voyez, sur la base du paradigme, on s'attend à ça. Alors je ne sais pas si on le trouve dans la Bible hébraïque. Le verbe machar n'est pas super fréquent, mais après tout, pourquoi pas, on peut regarder. Est-ce qu'on n'aurait par hasard le verbe machar suivi d'un pronom suffixe? C'est un suffixe, comment on dit ça? Suffixe? Un truc comme ça? Non, c'est pas ça qu'il faut faire. On a moshro, voilà. Voilà, il faut que je. Bon, ici, on a un infinitif construit. Alors, c'est pas moshrini, c'est moshro. Bon, voilà, mais vous avez. Sinon, il faudrait que je dise que c'est la première personne. Je sais pas si on va trouver ça. Non, on ne trouve pas. Mais à la troisième personne, on l'a. Bref, donc moshro. Alors évidemment, la seule différence, c'est que normalement, le O se décale encore et devient un kametz ratouf. Donc vous le notez avec un kametz. Alors ici, évidemment, le fait que vous avez mère lectionnis vav, on hésite à mettre un kametz ratouf. Vous pouvez quand même le vocaliser comme ça, si vous voulez. Ça ne me dérange pas, vous pouvez le vocaliser comme ça on met un vav comme mère de lecture pour un kametz ratouf.
ou bien, pardon? Avec le vin, oui. Non, mais ça, disons, c'est pas très usuel. Je suis pas sûr que ce soit attesté dans la Bible hébraïque. Quoique, vous savez, il y a des kérékétives, il y a tout ce qu'on veut hein, dans la Bible hébraïque. Donc, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, les massorètes aient dit, nous voulons un Kametz Ratouf, même s'il y a une mère de lecture vave. Maintenant, évidemment, quand vous avez une mère de lecture vave, on est plutôt tenté de mettre un cholem. Mais voilà, faites comme vous voulez, ça ne me dérange pas, vous mettez un cholem ou un Kametz Ratouf. En tout cas, il faut bien se souvenir, ce qui est important ici, c'est de se souvenir que quand vous avez un infinitif construit, eh bien en fait, même si vous l'apprenez comme étant ktol dans votre paradigme, il faut bien vous souvenir que quand vous avez des pronoms suffixes, ça fait kotli, kotla, kotlecha, etc. D'accord? Vous allez avoir un o, voilà, avec normalement un kametz ratouf dans le tanar. On va laisser le kametz ratouf ici, voilà, comme ça vous rappellera votre paradigme. Alors, et ça montre aussi, cela étant, parce que vous savez qu'il y a évidemment des discussions sur le Kametz Ratouf. Là, moi, je l'écris différemment du Kametz normal. Je ne sais pas si vous voyez, mais le Kametz Ratouf, il est un peu plus long que le Kametz normal pour bien distinguer les deux. Mais c'est artificiel. Ça, c'est comment dire, les masorettes, eux, ne distinguent pas le Kametz Gadol du Kametz Ratouf. Pour eux, c'est le Kametz. Et donc, en fait, c'est la tradition qui dit le Kametz, il est prononcé A ou il est prononcé O. Et comment on sait ça? Bon, soit c'est une tradition de prononciation, des gens vous disent, moi, on m'a appris à lire comme ça depuis que je suis gamin, ou bien, de point de vue de la grammaire, évidemment, on va dire le Kametz Gadol, il dérive d'un A primitif, et le Kametz Ratouf dérive d'un OU primitif. Voilà. Donc, si vous connaissez l'étymologie, tout ça, etc., ça peut servir. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'abord, moi, je pense que les massorettes, ils ne devaient pas distinguer deux prononciations aussi distinctes que ça, A et O, parce que sinon ils auraient fait deux voyelles différentes. Et il ne manque pas de possibilités. Moi, je savais, le kametz au départ, c'est un trait avec un point en dessous. On pourrait faire un trait avec deux points en dessous, j'en sais rien, ou deux traits avec un point en dessous. Enfin, les possibilités sont infinies. Donc, je ne crois pas que les massorettes aient manqué d'imagination pour distinguer deux timbres de voyelles s'ils l'avaient voulu. Donc, à mon avis, s'ils n'ont pas distingué les deux, c'est parce que pour eux, dans leur prononciation à eux, le kametz devait être tout le temps prononcé comme une sorte de O ouvert, qui proviennent d'un A ou d'un OU. Dans tous les cas, il devait être prononcé une sorte de O. Mais évidemment, leur prononciation n'était pas la seule, on le sait bien. D'ailleurs, on voit bien qu'ils vocalisent parfois un texte dont les maires de lecture indiquent qu'il y avait une autre tradition de prononciation. Donc, ce qui est sûr, c'est que cette double prononciation, elle s'est maintenue. Et on a la preuve qu'elle n'est pas artificielle non plus, cette double prononciation, puisque là, vous avez un exemple avec une mère de lecture vave. Donc là, on est à peu près sûr que effectivement, c'était prononcé comme un O. Là, on n'aurait pas mis une mère de lecture vave si c'était prononcé comme un A, de toute évidence. Donc là, les textes de Qumran sont intéressants aussi pour ça, parce qu'ils nous montrent que dans un certain nombre de cas, eh bien là, on pouvait se poser des questions sur la prononciation de telle ou telle voyelle, etc. Eh bien là, avec une mère de lecture, il n'y a pas de doute à avoir. Donc ce kametz, il est effectivement prononcé O ici, donc c'est un kametz ratouf. Euh, Vous pouvez l'indiquer comme tel. Oui, sur mon clavier, si vous utilisez mon clavier, je vous dis absolument pas comment dire, à utiliser mon clavier. Moi, je l'ai fait pour moi, mon clavier à la base, mais c'est à peu près quand même, je trouve que c'est le meilleur outil pour taper tout ce qu'on veut. Le kametz, c'est majuscule A, et le kametz ratouf, c'est option A. Non, option majuscule A, sur mon clavier Mac. Voilà. Vous voyez, il est un peu plus long, hein. Enfin, Kametz Gadol et Kametz Ratouf. Oui, alors du coup, le Kametz Ratouf est plus long que le Kametz Gadol. C'est pas, ça, c'est pareil, c'est pas de mon fait, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, en tout cas, voilà, le mot Shrini. Alors, attendez, il y a aussi un autre problème sur ce mot, c'est la vocalisation sous le lamed. Le lamed, la Oui, c'est vocalisation, laid, là. voilà, la vocalisation normale du lamed, c'est un cheval. Dans quel cas est-ce qu'on met un i? Dans quel cas est-ce que le cheval remonte en i? C'est quand il est lui-même suivi d'un autre cheval. D'accord? Vous avez deux chevaux mobiles qui se suivent, le premier remonte en voyelle pleine. Donc c'est sûr que si vous avez une forme ktol, évidemment, voilà, ktol, et que vous mettez la proposition lamet devant, avec un cheval, ça fait deux chevaux mobiles qui se suivent. Le ktol, hein, l'ictol, quelque chose que. Donc on va remonter en voyelle pleine, hein, on peut pas avoir, voilà. Donc, deux chevaux qui se suivent, le premier remonte en voyelle pleine. C'est ce qu'on a avec l'Igdolini, d'ailleurs. Pardon?
C'est ce qu'on a avec l'Igdolénie après. Voilà, Là. alors on va y venir, on va y venir. Alors, donc voilà, donc c'est pour ça que souvent quand on apprend, et surtout si vous apprenez les verbes à l'état construit, on a tendance à mettre la préposition lit devant, surtout si vous faites de l'hébreu moderne, parce qu'en fait, même de l'hébreu rabbinique, dès l'hébreu rabbinique, l'infinitif construit ne se trouve pratiquement jamais utilisé sans préposition la mettre devant. Donc, donc c'est vrai qu'on prend vraiment l'habitude, et je vous dis même à l'école, ou si vous faites de l'hébreu moderne, etc., on apprend les verbes comme ça, hein, l'ictol, je sais pas quoi, la chevette, les daber, etc., etc. Le verbe, c'est même l'entrée lexicale pratiquement. On va dire le verbe, les daber, le verbe parler. Voilà. Le verbe lakoum, se lever. Voilà. Donc on les apprend comme ça, avec la préposition la mettre devant. Donc je comprends qu'effectivement, on a peut-être l'habitude d'avoir en tête la voyelle i. Donc c'est tentant de mettre la voyelle i ici, mais ici, il n'y a pas besoin. Donc shalach nevio, les moshréni. Donc il a envoyé son prophète pour me moindre. D'accord? Des questions là-dessus ou c'est clair? Ah, oui, pour l'Igdolé, j'y suis pas encore. Pour l'instant, je suis Chalart, Nevio, les Moshrini. Donc déjà, non, c'est ça. Donc déjà, est-ce que ça c'est bon pour vous? Ça va? Tout le monde est d'accord là? Je regarde sur Internet. Ok, bon. Alors, très bien. Ensuite, Et Shmuel. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions là-dessus? Ah, pardon. Non, c'est bon pour vous? Alors, effectivement, on a deux objets du verbe, hein. Il a envoyé son prophète pour moindre, Samuel. Et donc, c'est pas moi, Samuel, hein, on est bien d'accord, c'est celui qui l'a envoyé. Donc, vous avez le verbe shalar qui va contrôler deux objets directs. Il a envoyé son prophète pour me oindre, et en l'occurrence, son prophète, c'est Samuel. Euh, alors, oui, François? Oui, et pourquoi on n'a pas et devant le premier? Oui, voilà, alors justement, c'est une très bonne question. Ce qu'on remarque, c'est que on aurait pu aussi mettre et devant Nevio, Shalar et Nevio les Moshréni, et Shmuel, ce qui aurait l'avantage d'indiquer les deux fois que ce sont les objets directs. Alors, en hébreu moderne, là encore, le et est devenu systématique devant un objet direct déterminé. Donc, soit avec l'article défini, ou bien là, il y a un pronom suffixe, nevio, c'est à partir du moment où un terme est à l'état construit et qu'il a un pronom suffixe qui est donc déterminé, on considère que la chaîne construite est déterminée. Et donc, on aurait pu tout à fait avoir et nevio. Ici, on est à une époque où l'emploi de la particule et pour indiquer l'objet direct n'est absolument pas systématique. Donc, il n'y a jamais d'obligation d'utiliser et pour introduire l'objet direct. Ça n'est pas une obligation. À cette époque-là, ça n'est pas une obligation. Vous pouvez le mettre et vous n'êtes pas obligé. Euh, euh, alors, qu'est-ce qui fait qu'on va le mettre ou pas le mettre? C'est à l'appréciation de chacun. Il peut y avoir une volonté de lever une certaine ambiguïté. Quand on dit Shalach Nevio, on a, disons, dans le contexte, on n'a pas trop de doutes en disant mais Nevio, est-ce que c'est le sujet ou l'objet du verbe, etc., etc. Si on mettait et Nevio, oui, alors c'est sûr, ça clarifierait que Nevio est bien l'objet du verbe Shalar et non pas le sujet. Là, l'auteur, apparemment, ne s'est pas dit tiens, il faudrait que je mette et devant, ce serait quand même mieux. Donc, parfois, on le fait pour des raisons, disons, comment dire, pour lever une ambiguïté. Il y a aussi parfois des questions de métrique. On est dans des textes poétiques et des fois on veut compter le nombre de syllabes, ou on veut jouer le rythme, sur la musicalité du texte, etc., etc. Donc ça va faire que parfois on va dire je vais faire l'économie du et. Je trouve que mon texte a une meilleure sonorité sans le et. Je peux le mettre, je ne suis pas obligé. Ici, j'estime que c'est pas une bonne idée de le mettre. Et en revanche, devant Shmuel, il se dit je vais le mettre parce que là précisément, je reviens à l'objet du verbe. Ah oui, au fait, j'ai le verbe shalar qui est un petit peu loin.
Et pour bien dire que Shmuel est bien l'objet du verbe qui précède, je mets et devant pour clarifier les choses. Oui, François? Est-ce qu'on pourrait alors comprendre quelque chose comme il envoya un prophète de lui et ensuite il dit ben, ce prophète c'était Samuel. Est-ce- Ou est-ce que cette construction ne suppose pas ce sens? Alors, il envoya un prophète de lui. Est-ce qu'on peut traduire comme ça? Difficilement. À partir du moment où on a un pronom suffixe, on considère que l'ensemble de la chaîne construite est déterminé. Donc, c'est son prophète et pas un prophète de lui. On peut, si vous voulez absolument faire ça, vous pouvez utiliser Navi tout court, hein, Shalar, Navi, et puis à ce moment-là, Mimenu, quelque chose comme ça, venant de lui. Il envoya un prophète D'accord. venant de lui, quelque chose comme ça. Bon. Et là, à ce moment-là, Navi, il n'a pas d'article défini, il n'est pas défini, etc. Donc vous pouvez insister, c'est un de ces prophètes ou quelque chose comme ça. Voilà, un prophète. Si vous voulez, voilà, ça c'est possible de faire comme ça. Mais sinon, quand on a un état construit comme ici avec un pronom suffixe, et donc le dernier terme est déterminé, on considère que l'ensemble de la chaîne est déterminé. C'est pas toujours évident, j'en conviens. Bon. Après, maintenant, dans le sens de ce que vous dites, c'est sûr qu'il envoya un prophète venant de lui, à savoir Samuel. C'est sûr, quand il envoya son prophète, quand on dit son prophète, ça ne veut pas dire qu'il en a qu'un seul. C'est-à-dire que la personne qu'il a envoyée, elle est son prophète. Donc il ne s'agit pas non plus de dire j'en ai qu'un seul, donc c'est lui, donc il est nécessairement déterminé. Il en a plusieurs des prophètes, mais la personne qu'il a envoyée, elle a la qualité d'être son prophète. Et donc, il faut bien comprendre que quand on détermine un nom, la détermination n'a pas forcément le même sens qu'en français. Comment je peux vous expliquer ça? Ça, c'est le problème plus général de l'usage qu'on appelle anartre. Vous avez le même problème en grec, dans plein d'autres langues, le latin, n'en parlons pas. Si je fais le parallèle avec des langues modernes, si vous parlez d'un concept, vous allez parler de l'amour. On va dire, je vais philosopher. Voilà, qu'est-ce que l'amour, etc., etc. En français, on va mettre un article défini, l'amour. On va dire, ah bon, mais non, mais un amour, non, l'amour. Il n'y en a qu'un seul, bon, voilà. Alors qu'en anglais, la même chose, vous ne mettrez pas d'article. Vous parlerez du concept love. Love is a wonderful thing. L'amour est quelque chose de formidable. Voilà, c'est une chose formidable. Love. On ne dira pas the love en anglais. On n'utilisera pas l'article défini. Donc, on est parfois trompé, nous, francophones, dans nos attentes de la présence ou non d'un article. C'est-à-dire que si on a un article, on va en déduire des choses qu'il ne faut pas forcément déduire, et si on n'a pas d'article, on va aussi en déduire des choses qu'il ne faut pas forcément déduire. Donc ça, il faut bien comprendre que l'usage de l'article défini n'est pas le même d'une langue à l'autre, y compris dans les langues modernes, voilà, entre le français et l'anglais. Et donc c'est la même chose quand vous faites des langues anciennes, si vous faites de l'hébreu, si vous faites du grec. La présence ou non de l'article ne va pas forcément avoir les implications que nous imaginons. Voilà. Donc ça, c'est important de penser à ça. Donc quand on dit son prophète, Nevi-O, ça ne veut pas forcément dire qu'il en a qu'un seul. Donc vous pourriez traduire quelqu'un qui s'avère être prophète, quelqu'un de lui qui est, je ne sais pas, etc. Enfin, cela dit, en français, même si je dis c'est mon livre, ça ne veut pas dire j'en ai qu'un seul. Il peut y avoir plusieurs livres, mais en l'occurrence, celui-là, c'est le mien. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut... Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que justement, on commence par dire il envoya son prophète. Et donc, on insiste d'abord sur le fait que la personne qu'il envoie a la qualité de prophète. Et c'est ça qui compte le plus. Et ensuite, secondairement, on se dit, je vais vous préciser de qui il s'agit, parce que je vous ai dit que c'était son prophète, et on aurait pu en rester là. Il y a plusieurs. Ça peut être Nathan, ça peut être, je sais pas qui, ça peut être, enfin voilà, je sais pas qui d'autre comme prophète à l'époque, mais voilà. Donc, on peut imaginer d'autres prophètes, mais en l'occurrence, c'est Samuel. Et ça, on vient le dire après, comme une incise. Et c'est pour ça que là, pour le coup, on va utiliser la particule et pour bien indiquer que voilà, que ce prophète-là, en l'occurrence, il s'agit de Samuel. Donc, dans la traduction, c'est important de préserver ce rythme, parce que si on traduit « Il envoya Samuel, son prophète, pour me oindre », bah, c'est un peu moche, parce qu'on a ramené Samuel devant, etc. Donc, il vaut mieux essayer de traduire « Il envoya son prophète pour me oindre », et là, vous pouvez mettre une incise « Samuel ».
Voilà. Avec, vous voyez, des tirets pour faire une proposition incise, quelque chose comme ça. Ou à savoir Samuel, ou enfin bon, à savoir Samuel, c'est un peu lourd comme. Bref, enfin vous voyez l'idée. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Alors ensuite, le mot suivant, l'igdolni. Alors, est-ce que c'est là que vous aviez une remarque, c'est ça? Vous avez hésité avec le piel, oui? Alors, donc, alors attendez, dites-moi comment vous vocalisez ça. Shva, patar, ségol, dagesh dans le dalet. Alors, qu'est-ce que vous en pensez les autres? D'abord, il faudrait insérer avec l'accent sur le Alors, lamed. Hervé dit qu'il faudrait un tséré plutôt qu'un ségol. Non, Non? sous le lamed, pardon. Alors, Sous le lamed. Et attendez. placer l'accent. Ah oui, un tséré au lieu d'un shfa. D'accord. Oui, voilà. D'accord. Et faire tomber l'antéprétonique à ce moment-là, oui, Donc, l'accent est sous le ici. guillemets, Et donc, sous le guillemel, il faut mettre un shfa, mettre un shfa sous le guimel. et puis remonter un rirek sous le lamed. Remonter un chirek sous le lamed. Oui. Dans l'hypothèse du PL. Hein. Dans l'hypothèse du PL. Ça irait, ça, comme vocalisation du PL, dans l'hypothèse du PL? Alors, là, on aurait un problème. Alors, effectivement, l'accent tombe sous le lamed. Hein, mais pour ce qui est de faire Ah oui, chuter ouais. le patard sous le guimel, c'est pas possible parce qu'on est en syllabe fermée. Oui, c'est ça, oui. Il y a un dagesh dans le dalet. Oui, ligue. Et donc, du coup, on ne peut pas faire tomber le patard. Une voyelle ne peut pas tomber si elle est dans une syllabe fermée. Sinon, on n'a plus de voyelle dans la syllabe. Donc, ça veut dire que on ne peut pas faire tomber, on ne peut pas faire tomber celle-ci. La seule qu'on peut faire tomber, c'est sous le dalet. Donc, il est probable qu'on aurait quelque chose comme le gadléni. Alors, on peut vérifier, hein, pour regarder ce qui se passe. Si vous prenez, alors, si vous dites que je veux un verbe gadol ou gadal, attendez, on n'arrive pas. Voilà. Donc, que je veux un verbe au piel, à l'infinitif, infinitive construct. Voilà, gadel. Et ensuite, avec un suffixe, tant qu'à faire, de la première personne du singulier. Je ne sais pas si ça se trouve. Alors, je n'ai pas mis d'espace. Non, alors j'ai pas de suffixe à la première personne du singulier. J'ai des suffixes. Alors, on a gadelcha et les gadlam. Donc, vous voyez, ici, là, vous avez une troisième masculin pluriel, gadlam. Comme je vous disais, vous pouvez faire tomber, si l'accent est ici, c'est donc la voyelle sous le dalet qui va tomber. Gadlam, gadleni. Voilà. Bon, on l'a pas avec gadel, mais je peux évidemment prendre d'autres verbes. Voilà, vous avez d'abri. Alors, moi, c'est pas d'abreni, il faudrait voir ça. Là, les vaksheni. Vous voyez, ici, vous avez l'exemple. Shalcheni, on avait un verbe shalar. Les shalcheni. Vous voyez. Donc, ça, c'est exactement la forme que je vous propose d'adopter si on est au piel. Hein. Les gadleni, les shalcheni. Alors, vous remarquez ici que quand on dit les vaksheni,
Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de dagesh dans le coff ici, parce que on en a déjà parlé, hein, on avait vu un peu plus haut avec les loups, je sais plus quoi, etc. Enfin bref, quand vous avez une gémination et qu'en même temps la consonne qui est géminée perd sa voyelle, qu'elle tombe, que ça devient un schwa, c'est tentant aussi de lui faire perdre sa gémination aussi. De dire, bon, c'est un peu contradictoire d'un côté d'appuyer sur la consonne en lui mettant un dagesh, mais en même temps de se dépêcher de lui faire tomber sa voyelle. Alors, ou bien on se dépêche, et si on se dépêche, on fait tomber la gémination, ou bien on ne se dépêche pas. Donc vous avez la possibilité. Vous voyez ici, vous avez les deux cas de figure, hein, les vaksheni, les shalcheni. Ici, le dagesh s'est maintenu, ici, le dagesh ne s'est pas maintenu. D'accord? Donc vous avez les deux possibilités, les deux se produisent. D'abri, non mais ça c'est pas Calloti, non, d'abri. Voilà, vous avez plein de possibilités. Alors avec des verbes faibles, etc. Bon voilà. Donc ensuite, voilà. Donc si vous avez un PL, vous avez éventuellement la possibilité de faire tomber le dagesh si vous voulez, les gadleni. Bon, je préfère le laisser parce qu'au moins ça, pour nous c'est pratique d'avoir le dagesh, ça nous rappelle que c'est du PL. Ouais, donc ça nous rassure un petit peu. Donc c'est ça qu'on aurait si on avait du PL. Alors maintenant la question c'est pourquoi est-ce que vous avez pensé à du PL plutôt qu'à du cal? Est-ce que vous avez une idée? Ça vous est venu spontanément? Hein? Ouais. Pour le sens? Ouais. Oui, oui, élever, faire grandir. C'est-à-dire qu'effectivement, la question, c'est la question du sens aussi. C'est-à-dire, que veut dire le verbe gadal? Si le verbe gadal, ça veut dire être grand, si on dit pour être grand, moi, alors c'est pour que je sois grand, quelque chose comme ça. Mais à ce moment-là, moi, je serai le sujet du verbe. Donc sinon, parce que si c'est un verbe intransitif, si au cal, gadal est un verbe intransitif, je suis grand, à ce moment-là, effectivement, on se dit, oui, mais là, c'est pas moi le sujet du verbe, c'est un verbe transitif, c'est faire en sorte que quelqu'un soit grand, donc grandir quelqu'un. Donc si au cal, il a le sens de grandir, quelqu'un, pas grandir soi-même pour que moi je grandisse, mais pour faire grandir quelqu'un, donc un verbe transitif et pas intransitif, à ce moment-là, tout va bien, on peut garder le cal. Si on considère que le cal est un verbe intransitif, alors effectivement, pour le passer au transitif, il faut passer au PL. C'est à ça que le PL va servir. Donc je pense que c'est pour ça que vous avez pensé au PL, parce que si on se dit le verbe gadal est un verbe intransitif, à ce moment-là, pour qu'il devienne transitif, il faut le mettre au PL. Alors, il y a des verbes qui peuvent être à la fois intransitifs et transitifs en hébreu. En français aussi, à vrai dire. Hein. Nous, ça nous paraît bizarre quand on étudie l'hébreu. On dit, faut savoir, le verbe peut pas être à la fois transitif et intransitif. En fait, si. En français aussi, on a des verbes, disons, qui peuvent être aussi bien intransitifs que transitifs, sans que on ait à changer la conjugaison. Donc en fait, là, la seule manière de le savoir, là, c'est une question de lexicologie, c'est-à-dire il faut connaître l'usage du verbe de cette racine au sens verbal. Donc quand on veut faire ça, le plus simple, c'est d'aller voir dans son dictionnaire. Le meilleur dictionnaire étant la concordance, évidemment. Hein, vous pouvez regarder toutes les occurrences du verbe gadal et de dire dans quel cas est-ce qu'on voit qu'il est utilisé de façon transitive, intransitive. Si vous n'avez pas le temps, vous allez regarder dans votre dictionnaire et vous allez voir ce qu'on vous dit sur le verbe gadal. Et au cal, on nous dit donc, il signifie grandir, devenir fort, être grand, devenir grand, être grand, etc., etc., etc. Et ensuite, au piel, on veut dire élever un enfant, voilà, élever, to bring up, c'est élever un enfant, etc. To let grow, donc laisser pousser, laisser grandir, les cheveux, on nous dit, etc., etc., etc. Donc, effectivement, on se dit, un petit coup d'œil au dictionnaire nous fait penser que peut-être ce serait mieux de le mettre au PL. Sinon, on peut, malgré tout, si on veut avoir le cœur net, on peut regarder quand même le verbe gadal, les occurrences au cal, et voir s'il y a des cas où il est transitif. Vous avez, 54 versets, on ne peut pas toutes les faire, mais effectivement, on voit l'enfant grandit, l'enfant grandit,
Qu'est-ce qu'on nous dit? Il a béni, il est Vayigdal, donc à chaque fois, etc. Donc on voit que c'est plutôt un verbe intransitif ici. Vayigdal Haïch, etc. Etc., etc. Donc, est-ce qu'on a... voilà. Donc, on se dit, ah oui, là, peut-être qu'effectivement, ce petit coup d'œil nous invite peut-être en disant le piel est peut-être plus approprié. Ici, regardez, V Agadla, donc Shmecha, donc je veux grandir ton nom. Et là, on a bien l'idée qu'au piel, on a bien là, on a un verbe transitif. On n'est plus un verbe intransitif, mais c'est effectivement rendre grand, grandir, élever, etc., etc. Et puis, bon là, ça c'est les cheveux. Et là, on nous explique que c'est Dieu effectivement qui rend grand, hein, Gadelcha. Et ensuite ici, Guidel, hein, Adonai, etc. Donc, Et Yoshua, donc Dieu qui grandit Josué. Donc, un petit coup d'œil, effectivement, nous dit que dans la Bible, quand c'est Dieu qui grandit quelqu'un, là c'est Josué, Abraham, etc., c'est effectivement du piel. Donc, je pense que le piel est une bonne idée. Après, ça peut se discuter. Peut-être qu'on va trouver, j'ai pas fait les 54 occurrences du cal et j'ai pas regardé ailleurs, mais je dis pas que le cal est impossible. Peut-être qu'on peut imaginer, disons un cal, mais il faudrait pour ça dire j'ai un parallèle où on voit au cal avec ce sens de grandir quelqu'un. Or là, un petit coup d'œil nous dit que c'est quand même plutôt le piel. Donc moi, je trouve que c'est une bonne idée de mettre le piel. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. J'avais pas pris le piel parce que on peut dire les gadolni, c'est pour le grandir de moi, pour Ah, le grandir. pour le grandir de moi. Alors, si l'action d'être grand ou l'état d'être grand grandi par moi, ce serait Godli et pas Godleni. Normalement, Ah oui, et oui, ça, c'est la on le particularité. considérait comme un nom, quoi. Mais oui, c'est-à-dire, vous avez les deux. Ouais, oui, Regardez, je reprends mon paradigme. Vous avez Kotli ou Kotleni. ouais, Kotli, ouais, c'est ça. Ouais. alors cette D'accord. distinction, il y a des exceptions, d'accord? Donc, clairement, mais en principe, il y a une petite subtilité. Et c'est quand on est à la première personne du singulier, hein, c'est-à-dire que c'est quand même assez amusant. C'est-à-dire que normalement, un pronom suffixe de la première personne derrière un nom, c'est juste un i. Vous voyez, sous le cheval de moi, souci. Vous mettez juste un i derrière. Alors que quand vous avez un verbe, n'est-ce pas? Vous avez voilà, vous avez katalti ou ktalti, j'ai tué qui? Moi, ktalti ni. Et là, le pronom suffixe est un ni. Donc quand vous étudiez les pronoms suffixes en hébreu, vous avez peut-être remarqué que le pronom suffixe de la première personne du singulier, c'est un i derrière un verbe ou une proposition ou une préposition. C'est un ni. Non, c'est un i derrière un nom. Non, c'est le contraire. Voilà, derrière un nom ou une préposition. Pardon, oh là, je suis fatigué. Alors que derrière un verbe, c'est un ni. Bon. Et donc, ce qu'on observe, c'est que derrière un infinitif, vous avez tantôt l'un, tantôt l'autre. Kotli ou kotleni. Parce que, effectivement, l'infinitif, c'est un nom verbal. L'infinitif, c'est quoi? C'est un nom ou c'est un verbe? Un petit peu des deux. Et donc, vous avez droit aux deux. D'accord? Et il semblerait que quand on met un i, on le considère vraiment comme un nom. Et donc, comme je dis, mon livre, mon grandir. Et si c'est mon grandir, c'est moi qui accomplis l'action. Si je dis mes dires, voyez, d'après les dires de telle ou telle personne, dire, si j'essaie de chercher en français un exemple où on fait un nom à partir d'un verbe. Vous avez le verbe dire, d'accord? Et donc, le verbe dire peut devenir un substantif. Le verbe savoir aussi, le savoir, voilà, les savoirs. Voilà. Donc, d'après les dires de, etc., selon ses dires, selon mes dires, et là, on comprend qu'en principe, quand on met juste un i derrière, on le perçoit comme un nom et qu'à ce moment-là, il m'appartient, c'est-à-dire c'est voilà, c'est mon grandir, donc c'est moi qui grandis. Bon. Et donc, on retrouverait à ce moment-là plutôt, à mon sens, je pense que si je dis Godly,
à ce moment-là, c'est l'idée que c'est le grandir de moi, c'est mon action de grandir. Le fait que moi, je grandisse. Et donc, c'est moi qui ai accompli l'action. Alors, c'est pas totalement impossible d'avoir, si on avait l'ego de Lee, évidemment, c'est pour ma croissance, quelque chose comme ça, hein, évidemment. Il a envoyé son prophète pour me oindre, pour ma croissance. Donc, c'est bien moi qui grandis. Mais à ce moment-là, on n'a pas forcément l'idée de, que Dieu serait l'auteur du fait de rendre quelqu'un grand. Et c'est une croissance qui se fait de façon naturelle. J'ai besoin de manger pour grandir, donc on me donne ça, voilà, ça me permet moi de grandir, mais c'est quand même moi qui grandis. Bon. Alors que là, si on dit Godleni, c'est grandir moi, en étant au calme, les Godleni, non, ça reste, malgré tout, c'est un peu embêtant, parce que si on n'a pas du cal avec au sens transitif du verbe, je ne sais pas si on avait des verbes transitifs à l'infinitif construit, on aurait un suffixe ni au lieu de i. Il faudrait vérifier. Des verbes, il faudrait prendre tous les verbes intransitifs, regarder si parfois à l'infinitif construit du cal on a un ni, parce qu'en plus cette subtilité vous l'avez uniquement à la première personne du singulier, vous voyez. Donc ça réduit beaucoup le champ d'investigation. Donc on reste dans le côté hypothétique. Non, et puis vraiment, comme je disais, là le petit parcours rapide qu'on a fait des occurrences du verbe gadal dans l'idée où c'est Dieu qui va grandir quelqu'un, parce que là on comprend bien, Dieu il envoie son prophète Samuel, c'est Dieu qui agit, etc., etc. On comprend que c'est Dieu qui veut élever David. Hein, il veut que David devienne grand, il veut, voilà, donc il est loin, etc., etc. Donc, et or, précisément, on a des bons parallèles dans la Bible avec des personnages comme Abraham ou Josué, où il y a encore une élection. Dieu va choisir Abraham, je vais rendre ton nom grand. Josué, toi, je vais te rendre grand aux yeux des autres, etc., etc. Donc, on a suffisamment de parallèles dans la Bible avec d'autres personnages, et peut-être même, enfin, regardez Samuel, David, etc. Je ne sais pas, d'ailleurs, dans les occurrences, finalement, on pourrait continuer à regarder les occurrences. Euh, Qu'est-ce qu'on a dans. Après, on passe tout de suite à un roi, mais euh, Dieu va agrandir voilà, son trône, hein, plus encore que le trône de David, etc. Donc, vous voyez, on a quand même cette idée que c'est quand même Dieu qui a grandi et on l'a pour des rois. Donc là, c'est Salomon, on n'a rien pour David. Enfin voilà, donc il me semble quand même que l'usage du verbe gadal ici, euh, à mon avis, se prête mieux à avoir un piel. Voilà. Évidemment, les consonnes ne nous permettent pas de décider. On n'a pas de. Bon, quoique, juste avant, j'allais dire, on a quand même le vav ici. Donc, d'une certaine manière, c'est peut-être un faible argument supplémentaire pour plaider en faveur du piel plutôt que du cal, en disant si on avait Godleni sur la base de Moshreni, peut-être on aurait un vav, une mère de lecture vav. Mais je reconnais que cet argument est assez faible parce que les scribes ne sont pas systématiques. Mais disons là, voilà, à proximité, vous avez deux infinitifs construits. L'un a une mère de lecture vave, l'autre pas. Je sais pas. Voilà, d'une certaine manière. Disons, en tout cas, on peut retourner l'argument en disant s'il y avait un vav ici, on n'aurait pas d'hésitation. Si vous aviez un vav ici entre le guimel et le dalet, on dirait c'est Godleni, fin de la conversation. Là, il n'y a pas de mère de lecture. Donc ça veut dire que c'est quand même possible de lire un piel, et comme par ailleurs on pense que c'est quand même ce qui correspond mieux à l'usage du terme, je préfère qu'on vocalise comme ça, si ça va pour vous. D'accord? C'est bon? Alors, on continue le texte, si c'est bon pour vous. Je vais remettre le texte à l'écran. Voilà. Qui veut lire la suite? Des candidats? Allez, vous voulez? Ouais, très bien.
D'accord, très bien. On peut s'arrêter là si vous voulez. Alors attendez, je vais mettre le texte à l'écran, ce sera plus simple. Je vais faire de la place ici comme ça. Et attendez, hop, je vais mettre ça. Voilà. Alors, je vous écoute. Rirek, Shva, Shurek, très bien. Yitsu, oui, oui, oui. Donc, comment vous le vocalisez? Patar, patar, achai, likrato, Rirek, Shva, Kamet, Cholem, et rien sur l'Aleph. Mhm. Très bien. Shva, Yefi, très bien. Patar, Dagesh, Cholem, très bien. Hator, Rirek, Rirek sous le P, Vifi. Mhm. On continue. Patar, Dagesh, Patar, Shva, Ségol. Mhm. Oui, bah oui, on finit la ligne. Patar, Dagesh, Cholem, Patar, Rirek, Hagovaim. Shva, Dagesh, Cholem, mhm, Kametz, Ségol. Mhm. D'accord, très bien. Alors, comment vous traduisez ça? Mes frères, mes frères, partir, sortir. Mhm. À ma rencontre, pour me rencontrer. Mhm. Alors ensuite, vous voulez qu'on... Alors attendez, si c'est plus difficile après, déjà on peut regarder ça. Déjà, on peut déjà commencer par ça. Alors, Yitsu Achai Likrato. Euh, Est-ce que ça correspond à ce que vous avez vocalisé? Je m'adresse aux autres là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai mis Yatsu, Alors, Yatsu, on me propose Yatsu plutôt que Yitsu, Yitsu. C'est comme Katlou, quoi. comme Katlou. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Yatsu ou Yitsu? Vous avez mis Yatsu? Alors, la question c'est effectivement quelle conjugaison c'est. Si vous faites l'analyse, c'est quel schème, quelle conjugaison, etc. Calcata. Cal-catal, donc propose Hervé. Est-ce que c'est aussi ce à quoi vous pensiez? Cal-catal.
Non? Personne d'autre? Alors effectivement, si c'est du Catal, hein, Catalti, Catalta, etc., voilà, et puis Catlou, donc Yatsu, avec un Kametz. Si c'est du Catal, c'est un Kametz, Yatsu. Je vais vous remontrer le paradigme du verbe, mais normalement, il faudrait que je retrouve ça dans mes tablettes. Paradigme du verbe régulier. Vous avez ça comme ça? Alors c'est peut-être, je ne retrouve pas mon paradigme, c'est quand même bizarre. Ah oui, parce que d'accord, ça y est, il est là. Non, ça c'est de l'araméen, pardon. Je ne veux pas vous embêter avec ça, mais euh, il a disparu. Ah si, c'est peut-être ça. Ça c'est quoi ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça c'est quand même la base, hein. Voilà, Catalti, Catalta, etc. Et hop, Catlou. Donc si vous êtes à l'accompli cal, au cal catal, troisième personne du pluriel, c'est Catlou, donc Yatsu. Et il n'y a pas de raison que ça change. Il n'y a pas besoin ici. Verbe yatsa, rien, bon, vous avez un yod, vous avez un lève, tout ça, mais a priori, ça ne pose pas de problème, ça ne nécessite pas de modification. Yatsu. Donc yitsu, ça marche pas. Après, je me dis que vous avez peut-être pensé à un i parce que quand vous êtes à l'inaccompli, yiktol, là, effectivement, la préformante de l'inaccompli, cal, est vocalisée avec, effectivement, un chirek. Yiktelou. Alors, effectivement, si on se dit, ah ah, c'est de l'inaccompli, là, ça change, effectivement. On se dit, bah oui, là, si c'est de l'inaccompli, j'ai une préformante iode de l'inaccompli, yi. Et alors, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que j'ai non seulement une. Ça veut dire que ça me ferait un truc du genre yi tse ou, là, ce serait. Si je colle mon paradigme, hein, Yictelou, Yi Tse Ou, quelque chose comme ça. Vous voyez, on devrait avoir Yi Tse Ou et on imagine, donc, avec la préformante Yi et la première radicale Yod de la racine, et on imagine bien que ce Yi va changer, effectivement. Alors évidemment, ce serait tentant de dire bah, de Yi, on va en faire un Yi, mais en fait, c'est oublier que la préformante sous le Yod, même si en hébreu c'est Yiktol, et c'est un chirek en hébreu, ce chirek, en fait, est un déplacement d'un A primitif. Alors ceux qui ont fait le cours d'araméen, vous savez de quoi je parle, parce qu'on en a parlé, c'est le fameux A entravé, un A en syllabe initiale fermée atone qui devient un I en hébreu, Mariam, Myriam, et donc de Yaktul, qui est la forme primitive de l'inaccompli, de Yaktul, on devient Yiktol. Et donc ce A, en fait, on en a une trace, puisque au lieu de faire Yi, ça fait Yai, et de Aï, la diphtongue Aï va se contracter en E. Et donc ça va faire Yé, Yetseu. Et souvent d'ailleurs, on va faire tomber la mère de lecture, et on va l'écrire Yetseu. Donc moi, si vous voulez mettre de l'inaccompli, je préférerais Yetseu que Yitseu. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir Yitseu, parce que tout le monde ne se souvient pas forcément que quand même il y avait un voyelle A primitive en proto-sémitique. Mais on peut vérifier, hein, on peut regarder ça tout de suite ensemble. Peut-être que de temps en temps on va trouver Yitseu, mais personnellement, je préférais avoir Yetseu. Alors, si je dis donc un verbe au yiktol, troisième personne du pluriel, voilà, vous avez Yetseu. Ça, je préfère. Yetseu. Yetseu, 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 Yetseu. Alors, Yotsu, ça c'est du wifi, c'est autre chose. Yetseu, 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 etc., etc. Bon, ouais, non, ouais, il est toujours Yetseu. Non, ça, il n'y a pas de doute, hein. Je préfère insérer. Donc, le Rirek me plaît pas beaucoup. Donc, après,
Donc la question, c'est est-ce que c'est de l'accompli ou de l'inaccompli? Est-ce que c'est yatsu ou yetsu? Les deux sont possibles. Euh, Mais euh, après, il y a un accompli après. Il a choisi, Bara. alors, on me dit, après, il y a quand même un accompli. Mhm. Euh, pardon? Ah, dans tous les cas, c'est du cal. La question, c'est est-ce que c'est catal ou yictol? Ouais. Alors, effectivement, le catal est plus simple parce qu'on est dans un contexte où tout est, regardez même Chalar avant, etc., etc. Donc, vu qu'on a une succession de verbes au catal, si là, d'un seul coup, on bascule au yictol, ça veut dire qu'on change la temporalité. D'accord? Alors donc, si je raconte une histoire au passé avec des catals et qu'à l'intérieur je mets du yictol, soit ça veut dire que je n'ai plus, c'est un peu compliqué parce que d'abord en hébreu biblique, si on raconte une histoire dans le passé, on aura plutôt tendance à utiliser des veillitols, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on voit bien que la langue ici n'enchaîne pas trop les veillitols, voilà, c'est pas le même dialecte. Donc j'essaie de me fier à ce que je lis de cet auteur-là. Lui, il utilise des catals. S'il mettait un yictol, ça veut dire qu'il y a une rupture. Donc il envoya son prophète. Ça veut dire que l'action de sortir n'est pas une action qui va continuer. Donc, soit ça veut dire que je passe d'une action ponctuelle à une action durative. Donc, il envoya son prophète, mes frères sortaient, hein, une sorte de, ils étaient en train de sortir, ou quelque chose comme ça. Ou bien qu'on passe du passé au futur. Il envoya son prophète, mes frères sortiront. Mais si on imagine simplement une succession d'actions du même type, de même nature, c'est mieux de rester au calme. Donc là, on a plutôt dans l'idée que, évidemment, le contexte peut nous aider ici dans ce passage, c'est-à-dire que voilà, il a envoyé son prophète, mes frères sont sortis, etc., etc. Donc, on raconte l'histoire et on a décidé de la raconter au Catal manifestement. Faudrait, voilà. Alors, je ne dis pas que le yictol est impossible, parce qu'on l'a vu, justement, il n'y a pas très longtemps, avec le Yedaber, etc., Yesaper, etc. Donc, il y a cette idée de présent. Voilà, mais comme je vous dis, quand on dit Yedaber, avant, Yesaper, qui va raconter, qui va dire, etc., etc. Qui dit, on peut le mettre au présent. Mais là, on se rend compte que là, on est dans une narration. Donc, il vaut mieux, de ce point de vue-là, pour la concordance des temps, il vaut mieux mettre Yatsu. Donc, Yatsu, ils sont sortis, ils sortirent. Ensuite, on dit mes frères. Ça, c'est bon pour tout le monde. Alors, pourquoi pas Achi? Parce qu'il se décline sur le modèle du pluriel. Parce qu'ils sont au pluriel. Oui, d'accord. Et comment on sait qu'ils sont au pluriel? Parce que le verbe est au pluriel, absolument. Yatsu. Donc, le verbe est au pluriel, donc le sujet est pluriel. Donc, il n'y a pas qu'un seul frère qui est sorti. Si on avait Yatsa Achi, mon frère est sorti. D'accord? Mais là, on a effectivement le pluriel. Achai. Alors, dans Mais Achai. est-ce que ça s'accorde pas, pardon, Pardon, je vous écoute. est-ce que ça s'accorde pas simplement avec le possesseur, Est-ce Harry? est-ce que ça s'accorde pas avec le possesseur? Oui, C'est- c'est-à-dire que c'est les frères de moi, donc ce sont mes frères, mais ça s'accorde avec, c'est au masculin singulier, si vous voulez. Parce que celui qui possède les frères, si je puis dire, c'est David. Alors, le possesseur, c'est la première personne du singulier, c'est David en l'occurrence, hein, oui, effectivement. Donc, que ce soit son frère ou ses frères, mon frère, mes frères, dans tous les cas, effectivement, c'est le ou les frères de moi. Ça, on est bien d'accord. Et moi, je suis Voilà. David. Mais Oui. en l'occurrence, le sujet du verbe yatsu, c'est bien C'est pas David frère. qui sort. C'est pas David qui sort. D'accord?
Donc, les frères de David. voilà. Et donc, comme le verbe yatsu est au pluriel, ça veut dire qu'ils sont plusieurs à sortir. Et donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs frères. Et c'est pour ça qu'on va vocaliser achai plutôt que achi. Achi, c'est mon frère. Achai, mes frères. Si je dis achi, mon frère est sorti, à ce moment-là, c'est yatsa. Mais là, comme c'est yatsu, on va mettre achai. D'accord? Je ne sais pas si je m'exprime bien, c'est compréhensible ce que je dis? Voilà. Oui, oui, d'accord. Si. Comme souci, sousai. Hein, si je vous remontre les paradigmes encore, vous voyez, les pronoms suffixes. Voilà. Souci, mon cheval, sousai, mes chevaux. Dans un cas, on est au singulier, dans le cas, on est au pluriel. Voilà. Donc, ici, mes chevaux, pardon, mes frères sortir, yatsu achai, très bien. Ensuite, likrato, alors, possessif, troisième personne du singulier. Très bien. Le verbe kara. À l'infinitif construit. Et c'est le verbe rencontrer. Et on l'a vu d'ailleurs dans le texte précédent. Hein. On avait la même expression dans le texte, je parle de l'ostracon qu'on a fait avant. Effectivement, avec le aleph qui devient quiescent, bon, très bien, pas de problème. Donc le reste en syllabe ouverte, donc on met un kamet, etc. Enfin, voilà. Donc ça me paraît, tout ça, ça me paraît très bien. Tout à l'heure, vous avez traduit à ma rencontre. Ah, pour le rencontrer. Donc c'est pas à ma rencontre, c'est à sa rencontre. Voilà, c'est ça. C'était juste pour être sûr qu'on était bien d'accord. Très bien. Donc effectivement, c'est pour l'action de rencontrer de lui, donc pour le rencontrer, à sa rencontre. Ouais, très bien. C'est une expression très fréquente en hébreu biblique, likrat, etc. Et alors le rencontrer lui, c'est qui lui? Samuel, c'est ça. Hein. Vous connaissez l'histoire, hein, évidemment. Là, on raconte l'histoire de David. D'accord. Des questions, des remarques? J'avais vocalisé likroto. Likroto. Ah oui. C'est marrant parce que je crois qu'on a eu déjà cette discussion quand on travaillait sur le Stracon. Oui, j'avais posé la même question. Et en fait, vous m'avez dit, c'est le texte qui commande, et donc, c'est pas la grammaire qu'on croit. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, c'était likrati. C'était likrati dans le texte précédent. Dans le texte précédent, c'était likrati, oui, c'est ça. Et effectivement, là encore, regardez dans la Bible, vous avez l'expression, donc le verbe kara, la profession lamed plus kara plus suffixe. Vous allez voir, normalement, vous en avez à l'appel. Voilà, donc likrato, bah vous l'avez, vous voyez, c'est même la première occurrence, Genèse 14, 17, etc. Likrato, likratam, likrata, likratenu, likrato, likrato, etc., etc. Vous avez 68 occurrences, et voilà. Donc c'est une expression qui est très connue en hébreu, et effectivement, comment dire, vous l'avez, ça peut paraître bizarre parce qu'effectivement, quand on a un infinitif construit, on pense à liktol, donc on pense à une voyelle O. Quand vous avez un verbe à troisième faible, vous voyez, si je prends un verbe à troisième faible avec un infinitif construit, cal, infinitif construit, vous allez avoir effectivement une finale haute. Donc ça, vous savez qu'on va avoir tendance donc à mettre un tav pour faire une forme féminine, mais pas simplement un tav, mais en mettre un pluriel, la sot, hiyot, lirhot, etc., etc. Donc vous avez dit, ah, mais donc là, si j'ai un verbe troisième faible, normalement, je devrais avoir une finale en hot. Donc si on pense à kara, verbe troisième faible, ça ferait effectivement likrot. Sauf que là, on n'a pas un verbe troisième faible, au sens du troisième, comme on appelle les lamed he, qui sont faits des lamed yod ou des lamed vav, c'est un verbe lamed aleph. Alors vous me direz, ah bah oui, mais si on a un verbe lamed aleph, on a quand même un o, mais on n'a pas de tav.
regardez ce qui se passe. Vous avez 7. Alors oui, alors c'est un peu particulier parce que là, en plus de ça, il y a un nous. Donc celui-là, il est doublement faible. Mais si vous prenez le verbe nasa, typiquement, ça fait linso. Et même pour kara, vous avez likro. Mais le verbe kara, qui est un autre verbe kara, qui veut dire appeler. Pardon, pas parler, mais oui, appeler, c'est ça. Oui, pas La- rencontrer, mais oui, c'est ça. Kara, C'est le verbe lire aussi, non? oui, c'est dire, en Non? fait, C'est pas que. kara, oui, oui, bien sûr, mais kara, c'est dire à voix haute, en fait, quelque chose comme ça. Donc, le verbe kara, vous pouvez vous l'avez, je sais pas, même en arabe, kara, ça existe. Qur'an, le Coran, c'est le lectionnaire en arabe, etc. Bon, c'est la même racine. Bro, pareil, le verbe bara, créer, bro. Donc, normalement, si vous avez le verbe kara, normalement, vous devrez avoir likro. Et donc, et puis si je mets moi, ça fait kori, donc ça fait les kori, quelque chose comme ça, pour me rencontrer. Donc là, on se rend compte qu'on a en fait une forme un peu hybride, ce qui a amené les lexicographes à se dire, bon, mais alors en fait, c'est deux racines distinctes d'abord, c'est pas le même verbe kara, donc c'est kara 1, kara 2, et ce kara 2, donc quand on dit likrati, en fait, c'est pas un vrai verbe P-Aleph, lamed Aleph, mais c'est plutôt un verbe lamédiode, mais c'est pas non plus un verbe lamédiode, parce que sinon on dirait likroti, etc., etc. Donc, on a un verbe euh, unique, on va dire, en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà, mais vous savez que je vous disais, les termes les plus utilisés sont aussi les verbes les plus usés, les plus irréguliers. En français, le verbe le plus irrégulier qu'on a, c'est le verbe le plus classique, c'est le verbe être. Pensez à des étrangers qui apprennent le français, conjuguer le verbe être, ça fait, comme on dit, je mange, tu manges, il mange, je être, tu être, il être, non, 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 nous éterons, vous éterez, non, 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 c'est je suis, ah bon, d'accord. Alors quoi, tu suis, non, tu es, ah bon, alors quoi, il est, nous suissons, non, nous sommes, vous êtes, ils sont, ça n'a rien à voir. Donc, prenez le verbe être en français, c'est un cauchemar. Parce que c'est le verbe le plus utilisé et avec, en fait, qui vient chercher différentes racines. Enfin, c'est très compliqué. Donc, de manière générale, dans toutes les langues, vous avez comme ça des expressions figées qui vont se développer et qui ne correspondent pas forcément aux cases que nous, on aime bien avoir. Et effectivement, il est important comment dire, de ne pas imposer nos fiches de grammaire et nos paradigmes à la langue ancienne. Moi, je suis bien placé pour savoir parce que vous voyez, je construis des paradigmes, etc. Mais les paradigmes, ça n'engage que moi et certainement pas les auteurs antiques. Et donc voilà, la réalité, ce qu'il faut, je sais que c'est un peu compliqué parce que voilà, ça vous oblige à apprendre. Mais il faut savoir que on a cette expression likrate qui est effectivement très utilisée. Alors, quant à savoir si le Aleph devient quiescent ou pas, je vous signale que précisément dans l'ostracon qu'on a vu, si mes souvenirs sont bons, il est orthographié sans Aleph. Enfin, je vais quand même revérifier. Mais en tout cas, je sais que moi, je l'ai rencontré assez souvent sans Aleph dans des ostracas, y compris les ostracas de la collection que je suis en train de publier donc là. Et, et donc, le verbe, je peux regarder tout de suite les occurrences puisque j'ai fait une concordance. Si je cherche le verbe kara, je n'ai pas trouvé. Ah, attendez. Voilà, je devrais. Ah, peut-être c'est le moteur de recherche qui marche pas. Non. Ouf, ouf, ouf. Bon, sinon je vais y aller comme ça directement. Voilà. Coffre, on y arrive là. Ah bah, j'ai pas. Ah bah mince alors. Donc il est. Ok, c'est bien. Je me le note. Ah non, il est là. Avec un et justement, vous voyez. Donc likrati, likrat, voilà, il est systématiquement écrit sans aleph derrière. Donc voilà, avec cette idée donc que ce serait une troisième faible et pas une troisième aleph. En tout cas, il était perçu comme tel par les auteurs. Mais comme je vous dis, c'est ni un lamed aleph ni un lamed diode très bien défini. Voilà. Euh, donc voilà, en tous les cas, il faut se souvenir que c'est l'icrato et pas l'icroto. D'accord?
Donc, mes frères sortirent à sa rencontre. On continue? La beauté. Donc, pour vous, c'est un nom. La beauté. Très bien. Le nom beauté. Avec l'article devant, d'accord? La manière. Donc, la beauté de la manière, c'est ça? Une succession de noms. Ok. Ok. Bon, très bien. Amarrer la merveille. Et la beauté, la merveille. L'aspect. La hauteur dans la stature. D'accord, d'accord. Les noms sont clairs. C'est ça. Yéfi qui n'est pas très clair. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez les autres? Vous pouvez répéter parce qu'on n'a pas très bien entendu, s'il vous plaît. Alors, attendez, je vais juste répéter pour ceux qui sont qui n'ont pas entendu. Donc, ce que vous disiez, donc, ce qui n'est pas très clair pour vous, c'est le sens de Yéfi, mais qui a des noms. Donc, la beauté, la manière, et la beauté, la merveille, la hauteur dans la stature. C'est quelque chose comme ça. Un peu comme ça, voilà. Donc, on en est là à ce stade. Très bien. Et ensuite, donc, Lucie, vous voulez dire? Alors, un état construit, d'accord. Yéfi serait l'état construit, ouais, et ça donnerait quoi? Une beauté de haut rang. Et une beauté d'apparence. D'accord? Ok, donc une beauté de haut rang, une beauté d'apparence. Très bien. Autre proposition, que vous avez trouvé les autres? Ah, je vois que François lève la main. Oui, j'ai le vague souvenir d'avoir été perturbé parce que moi j'avais une tourterelle dans le lot et je voyais vraiment pas quoi en faire Vous aviez trouvé une d'une tourterelle tourterelle. dans le lot. Ah, Ouais, c'est je me effectivement, ça peut être disais perturbant. Que vient faire cette tourterelle-là? Ah, exactement. Ouais. Mais je sais plus où j'ai sorti ça, mais ça m'avait perturbé cette tourterelle. oui, 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 effectivement. Bon, très bien. D'autres choses, d'autres remarques? Moi, j'ai trouvé la beauté de la forme et la beauté de la vue. La beauté de la forme et la beauté de la vue. D'accord. Donc aussi un état construit, si je comprends bien. Oui, 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 oui. c'est ça. Alors, effectivement, si on regarde, d'abord, on va s'intéresser à ce Yéfi là. Euh, Effectivement, d'abord, Yéfi tout court, normalement, vous ne le trouvez pas dans votre dictionnaire. Vous voyez, Yéfi n'existe pas. Je ne sais pas si Klein propose une entrée euh, Dictionary of Classical Hebrew, c'est ça? En Alors, voilà. BDB, il y a Yafi. Ah, c'est vrai, ils sont gentils. Ah oui, Yofi. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'est Yofi. Euh, 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 oui, 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 d'accord, ok. Alors, effectivement, alors, et pourquoi le cœur Baumgartner ne l'a pas d'ailleurs, Yofi? Est-ce que il le met? Bah si, il est là. Attendez, là, je suis sûr que Baumgartner, c'est ça. Donc, vous avez
Alors les deux existent. Donc effectivement, vous avez Yofi. Euh, euh, de la racine, voilà, troisième faible, hein, iode, P, iode. Le iode, quand on dit la racine Yafa avec un He, vous savez que c'est en fait un troisième iode. Yofi, moyen hébreu Yofi, etc. Donc on vous explique que oui, oui, ça existe, pas sous cette forme-là, et les occurrences qu'on trouve, c'est à l'état construit. Hein. Vous avez Yefi, Yafecha, Yafio, j'ai du mal à lire sur l'écran, Yofio du coup, la beauté donc d'une femme, Isha, etc., etc. Vous pouvez regarder donc du coup les occurrences. Vous cherchez les occurrences de Yofi, la beauté, et vous avez 19 occurrences. Et donc vous avez effectivement Yofi dans Isaïe, Beyofio, donc dans sa beauté à lui, Beyofer, donc ta beauté, etc. Là, plutôt Yafer, du coup, je pense, parce que là, le Kamet, c'est pas. Ah si, Yafier, si, Yofier, si, il est en syllabe fermée. Donc Beyofier, Yofier, etc., etc. Yofi, Yofier, Yofier, donc ta beauté, etc., etc. Bon. Donc, on peut tout à fait traduire ça aussi, Yofi, à ce moment-là. Euh, parfait, parfait, parfait. Voilà. Vous avez Hayofi encore ici, etc. Vous avez la beauté, la beauté, la beauté. Très bien. Donc, on peut imaginer d'avoir aussi ce terme-là ici, d'avoir donc où est mon texte? Voilà, ici. Donc, vous pouvez ici mettre Yofi de la même manière. Se pose la question euh, euh, de la vocalisation. Est-ce que on va mettre Yofi? Là, vous avez mis Yofi, vous avez mis un choix. On voit qu'on a que le terme c'est Yofi avec un O. Et donc se pose la question de savoir est-ce que je le mets est-ce que je fais tomber la voyelle ou pas? Et si je fais tomber la voyelle, est-ce que je mets juste un choix ou est-ce que je colore le choix? Bon. Parce que si vous regardez dans votre dictionnaire, on vous dit que la forme, eux, ils proposent une forme, vous voyez, avec un choix qui est coloré. Maintenant, vous avez aussi la possibilité d'avoir l'état construit Yefi, il est indiqué comme ça. Donc vous pouvez aussi le mettre comme ça. D'ailleurs, on vous donne, vous voyez, on vous parle de Yefi Chochmater, donc la beauté de ta sagesse. Isaïe 28,7. On va pouvoir le retrouver peut-être. Alors c'est dans Ézéchiel, pardon. Ézéchiel 28,7, Al Yefi Chochmater. Donc, sur la beauté de la sagesse de toi. D'accord? Donc, vous pouvez tout à fait vocaliser comme ça, Yefi, ou bien, si vous voulez garder la voyelle, vous pouvez aussi mettre un cheval coloré comme proposé dans le dictionnaire. OK? Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. La beauté de, avec un état construit. Ensuite, Hator. Alors, c'est quoi ce Hator? La manière, le genre, dans le dictionnaire. Et j'ai entendu d'autres traductions qui a été proposées. Le rang, d'accord. Je crois que j'ai traduit par la forme. La forme, nous dit Hervé. La- Alors, dans le contexte, on comprend qu'il s'agit quelque chose de. On parle d'esthétique, hein, on parle de beauté, etc. Mhm. Donc, on cherche plutôt quelque chose comme ça. Alors, comment ça se fait que vous avez trouvé des choses différentes? Vous avez utilisé quel dictionnaire et vous avez regardé à quelle entrée? Vous vous souvenez? J'utilise BDB ou le Concise Dictionary Kleins. D'accord. Donc, on a BDB, Concise Dictionary, le Kleins, là, il y a Raymond en français, Philippe Raymond. D'accord? Si vous regardez dans votre dictionnaire,
Vous avez cherché quoi comme mot? Or, Tort, hein, c'est ça? Ouais. Alors, tort, qu'est-ce qu'on nous dit? La séquence, ici, les rangs. C'est ça que vous avez pensé aux rangs, c'est ça? Qui m'a dit rangs? C'est ça, hein? Donc, effectivement, on nous dit, bah oui, il y a une séquence, le tour, une chaîne, d'accord? On nous propose dans le calculateur Tor 2, donc Turtle Dove. Alors, donc du coup, c'est François qui est content parce qu'il retrouve sa tourterelle. Voilà, donc on trouve tout ça. Et on est un peu embêté parce qu'effectivement, euh, ça nous aide pas beaucoup. Alors, et alors, que nous dit euh, Kleins? Pareil, Thor, chercher, machin, chercher, 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 chercher. Et puis après, le tour ici, quelque chose qui va autour. Donc, il dit peut-être, donc effectivement, une boucle d'oreille, un pendentif, etc. Donc, à ce moment-là, on pourrait imaginer que c'est la beauté du pendentif, hein, si c'est utilisé, puisqu'il est question d'esthétique, de la beauté de quelque chose. Donc on peut imaginer que ce soit un bijou, hein, la beauté d'un bijou, qui soit en rangée, hein, on prend le rang, la rangée, donc la beauté de la rangée, ou peut-être si c'est la succession, donc la beauté de la succession, puisque voilà, je ne sais pas, il succède à ses frères, etc., etc. Et puis, il nous met Thor 3, ouais, la forme, voire là, voilà. Toar, la forme. C'est là qu'Hervé a un avantage sur vous, puisqu'il a utilisé Kleins. Alors là, j'ai la version complète, hein, du dictionnaire de Kleins. Il y a une version abrégée, disons, compacte, concise, hein, donc concise, en un seul volume, donc que je vous recommande aussi, qui est bien, même si évidemment, enfin, à partir du moment où c'est concis, bah, vous aurez moins de choses, quoi. Donc, pour bien travailler, c'est évidemment mieux. Donc là, on nous dit, ah mais attendez, allez voir aussi du côté de Toa, ici, là, donc la racine Ta'ar, Tav, Aleph, Resh, et là, vous avez la forme, l'apparence, la beauté, etc., etc. Et effectivement, si vous regardez, vous avez pas mal d'occurrences de ce terme, euh, y compris dans la Bible, en dehors de la Bible, etc., etc. Euh, et donc, je ne sais pas moi, dans le Tanar, si vous regardez euh, ce terme-là, Toar, et là, première occurrence, Genèse 29, 17, hein, Ve'eine Léa rakot, les yeux de Léa étaient doux, Ve'rachel haïta, mais, et Rachel était Yefat Toar. Et là, on se retrouve avec l'adjectif Yafé, qui est de la même racine que le substantif Yofi, donc belle de Toar, donc de forme, Vifat Mar'e, et de beauté, d'apparence. Et là, on a un parallèle. Vous voyez, pas besoin d'aller chercher très très loin. Pareil, 10 chapitres plus loin, Genèse 39, 6, je ne sais pas ce que j'ai ce matin, on nous dit à la fin du verset, Vaïhi Yosef, et Joseph était Yefé Toar, Vifé Mar'e. Il était beau d'apparence, ou alors Toar de forme, et beau de apparence. D'accord? Donc vous avez encore Toar et Mar'e ensemble, et avec des termes. Donc quand on voit ça, on se dit, ah, là ça s'impose à nous, on dit c'est évidemment la même construction qu'on a ici. On va avoir les deux ensemble. Donc là, on comprend que vous avez Toar, et si vous cherchez ensemble Toar et Mar'e, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on les trouve régulièrement ensemble. Vous avez 5 occurrences. Vous l'avez dans Isaïe 52, 14, Mar'e et Toar, Isaïe 53, 2, un passage célèbre, Isaïe 53, en plus c'est bientôt Pâques, donc les chrétiens lisent, j'imagine, Isaïe 52, 53 à cette époque-là de l'année. Pâques c'est dans une semaine, mais ce week-end c'est déjà Pessah, hein. Donc bonne fête de Pessah à tous nos amis juifs. Donc, et là, il est question de Toar et de Mar'e. Donc, on comprend, et dans Esther 2,17, évidemment, parce que Esther, forcément, on va nous dire qu'elle est Yefat Toar, Vetovat Mar'e. Et donc, ce qui est intéressant dans la Bible, c'est qu'à chaque fois, on a une construction, donc vous allez avoir Toar et Mar'e, mais construit précédemment avec des adjectifs. Yefat Toar, Tovat Mar'e.
ou même deux fois Yefa. Vous avez deux fois Yafé, là au féminin et là au masculin. Yefé Tohar, Yefé Mar'é. Alors ici, c'est intéressant de voir qu'effectivement, on n'a pas la même construction que d'habitude, hein, puisque ici, donc, on a le nom, Yefi Hatoar, donc la beauté de la forme et la beauté de l'apparence. Donc là, on a une construction qui change par rapport à ce à quoi on est habitué en hébreu biblique. Ce qui est peut-être un autre indice que ce texte n'a pas été écrit comment dire, à la même époque que ces textes qu'on a en hébreu biblique. D'accord? Il est peut-être un petit peu plus tard, ou en tout cas dans un autre dialecte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on voit ça, on comprend que c'est ça qu'il faut lire. Il faut lire Toar. Alors, on se dit, d'accord, Toar, mais quand vous regardez les occurrences en hébreu biblique, on a le Aleph qui est là, vous voyez, Toar, 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 etc. Donc je reviens à mon Toar. Toar, il est tout le temps orthographié de la même manière, c'est-à-dire avec le Aleph, Toar, Toar, Toar. Vous voyez, même avec un pronom suffixe, Toaro, Toar, Toorab, Toar, etc. Donc on se dit, alors on a deux fois, alors on a Toorab et on a Tooro aussi quelque part, je crois. Voilà, ici, Tooro. Donc vous avez Toaro ou Tooro, mais en tout cas le Aleph se maintient comme consonne. Toar, le Aleph se maintient comme consonne, il n'est pas devenu quiescent. Maintenant, ce qui s'est passé, ce qu'il faut supposer, c'est que ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire que vous passez de quelque chose, vous avez le Toar ici, où le Aleph était prononcé, Toar, et de Toar, vous faites tomber le Aleph. Donc si je le mets en transcription hein, pour latine, pour voir un petit peu ce qui se passe, vous avez To, ah non, il faut que je mette, vous avez Toar, qui devient Toar, c'est-à-dire que le Aleph tombe, il n'est plus prononcé. De Toar, on fait Toar, et de Toar, on fait Tor, tout simplement. Donc, on voit un affaiblissement, un amuissement du Aleph, qui fait qu'on aboutit à la forme Tor. Alors que tu es peut-être un peu plus longue, Toar, Tor, Tor, peut-être un truc comme ça. D'autant que vous avez vu que parfois, vous avez Tooro, voyez, donc quand on va colorer le schwa et on va le colorer avec la voyelle qui précède. Donc vous avez Tooro ici, dans l'autre cas aussi, Tooro. Vous avez Kametz Ratouf, Ratef Kametz. Donc c'est aussi des phénomènes qui existent. Tooro, Toor, voilà, vous pouvez imaginer que vous avez ça, ce Tor, quelque chose comme ça. Enfin voilà, et donc de Tor, donc vous passez à Tor, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a ici. Donc, c'est sûr que ça ne nous arrange pas, hein, parce que quand on cherche dans son dictionnaire, on n'aurait pas l'idée d'aller chercher Toar si on a Tor, comme ça. Alors qu'en plus, il y a Tor qui existe, vous voyez. Je comprends que c'est pas évident pour vous. C'est là aussi que c'est utile d'avoir un bon dictionnaire. Je vous dis, bon, voilà, Klein, c'est le seul dictionnaire complet récent d'hébreu biblique et d'hébreu ancien de manière générale. Bon, là, on n'est pas en hébreu biblique, on est en dehors de la Bible, mais malgré tout, il contient aussi l'hébreu biblique et surtout, il replace l'hébreu biblique dans son contexte historique. On ne va pas prendre la Bible comme si elle sortait de nulle part, elle est vraiment incluse dans tout le reste. Donc, voilà, à mon avis, c'est pas superflu d'aller regarder du côté de Klein. Si vous pouvez travailler avec Klein, c'est pas mal. Surtout si vous vous aventurez en dehors, effectivement, des textes bibliques classiques. Voilà, donc effectivement, ici, c'est la beauté de Toar, donc qui est la forme, la silhouette, quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment les dictionnaires traduisent ça, ou même en français. Rachel était d'une très grande beauté. Bah là, ils n'ont pas bien traduit. Enfin, disons, la NBS, parce qu'il y a quand même deux choses. Donc, ils auraient pu faire l'effort de traduire les deux éléments. Qu'est-ce que nous dit la Tob? Elle était belle à voir et à regarder. Bah, c'est pas mal ça. Enfin voilà, on comprend que Toar a le même sens. Qu'est-ce qu'il nous propose lui? Donc pour Toar, la forme, oui, bon,
Voilà, la forme, l'apparence, la beauté, bon, très bien, l'apparence, très bien, on peut traduire par apparence, quelque chose comme ça. Bon, euh, ensuite, Vifi Hamar'e. Bon, Mar'e, ça c'est plus facile à analyser. Le terme est effectivement connu. Maintenant, on a compris en plus qu'il y avait donc ce parallèle en hébreu biblique là. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mar'e, la racine, c'est verbe ra'a, c'est voir. Donc mar'e, c'est ce qu'on donne à voir, hein. C'est la vue, ce qu'on peut, voilà, ce qu'on voit. Donc alors l'aspect. Or merveille, non, parce que mar'e, c'est pas forcément beau ce qu'on donne à voir. C'est ce qu'on donne à voir, c'est la vue ou oui, mais merveille, non. Justement, c'est pas la traduction. C'est-à-dire, dans un contexte, on dit ce que j'ai à voir. Oui, est-ce qu'il y a un terme en français dérivé du verbe voir? Ra'a, c'est voir, la vue, la beauté de la vue, quelque chose comme ça. C'est pas juste la vue, mar'é, euh, l'apparence, oui. Mais ça sera ça. Je cherchais un terme qui dérive du verbe voir. La vision, ça marche pas non plus. La vision, la vue, la visibilité. Non, en français, on n'a pas de terme Je ici. vais, je Euh, vais trouver visage. visage. Ah oui, visage. Alors c'est pas mal Ouais, visage parce que ça vient du verbe voir. Mais sauf qu'en oui. l'occurrence, mar'é, enfin, visage en français, c'est uniquement le visage et la tête, hein. C'est ce qui est sur le devant de la tête, je crois, hein, à moins que je me trompe, mais il me semble que visage, en français, c'est uniquement où il y a le vis-à-vis, je sais pas. Je sais pas, bref, il faudrait regarder s'il y a un mot en vieux français. Bon, enfin, vous avez l'idée en tout cas. Voilà, c'est ce qu'on donne à voir. Donc l'apparence, un truc comme ça. Bon, voilà, si on n'a pas de, voilà, toujours traduire, c'est trahir, hein. Donc on sait bien qu'on n'arrive jamais en français à restituer les termes de la même racine. On fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, voilà, il y a donc une structure parallèle. Yefi hatoar, yefi hamar'e. Euh, Très bien. Alors on continue si ça va pour vous. Il n'y a pas de questions pour ça? Non? Alors on continue. Et les deux mots, donc vous avez dit la hauteur, parce que vous avez trouvé que le terme veut dire hauteur. Gova. Hmm. Oui, ce qui est vrai, effectivement. Gova, c'est effectivement la hauteur. Euh, oui, oui, c'est ça. Alors, du coup, euh, d'accord, très bien, très bien. Alors, euh, euh, c'est du pluriel, d'accord? Alors, orgueil et donc les orgueilleux. Alors, Gova, effectivement, désigne la hauteur, hein, au sens physique du terme, hein, quelque chose qui est en hauteur, qui est élevé. Effectivement, on peut le trouver au sens figuré. Quelqu'un qui est en hauteur au-dessus des autres, il peut être hautain, vous voyez. Si je prends l'étymologie, le même verbe, le même racine, être haut. Si je suis haut de façon figurée, ça peut être ça peut vouloir dire je suis hautain. D'accord? Je suis hautain. Ça, c'est possible. Euh, la question, c'est est-ce que c'est un quand vous dites les orgueilleux, est-ce que vous pensez à un substantif ou un adjectif? Parce que la racine, si vous voulez, on pense à la hauteur, mais si vous regardez dans votre dictionnaire, vous avez donc il y a le verbe gava, être haut. Donc vous pouvez, là, on a les trois consonnes de la racine, hein. On a guimel, bet, he. Ensuite, une finale im, mais reste à savoir ce qu'on fait de ces trois consonnes. Est-ce qu'on en fait un verbe? Est-ce qu'on en fait un adjectif? Est-ce qu'on en fait un substantif? Etc. Donc vous avez le verbe gava, qui au cal veut dire être haut, être exalté, être hautain, effectivement, en sens péjoratif, quelqu'un qui est un peu prétentieux, qui vous prend de haut, hein, voilà. Vous l'avez oïphile, effectivement, qui est donc de rendre haut, d'élever, etc., etc. On vous dit qu'il y a aussi un adjectif gavéa, donc être haut, voilà, quelque chose, voilà, je sais pas, un mot, de quoi, qu'est-ce qui peut être haut, mais évidemment arrogant, hein, forcément, quelqu'un qui va être hautain. Vous avez l'adjectif gavoa,
euh, qui veut dire donc haut, une montagne qui est élevée, qui est plus fréquent que Gavea, on a Gavoa, qui est très très fréquent, voilà. Les montagnes sont élevées, etc. Mais effectivement, vous avez Gvoim ici, les hautains, les orgueilleux, high ranking, c'est ceux qui sont d'un rang élevé, donc pas forcément de façon péjorative, mais de fait, ils sont hiérarchiquement plus hauts dans la hiérarchie, etc., etc. Et puis, vous avez le substantif gova, auquel vous avez pensé, qui est donc la hauteur. La hauteur d'un homme, la hauteur d'un arbre, d'une table, d'un hôtel, d'un porche, de tout ce que vous voulez. Donc, tout ça, c'est possible. Donc là, c'est que leur Baumgartner, mais évidemment, on peut regarder aussi chez Klein, ce qui va nous redire tout ça très bien. Être élevé, le verbe être élevé, et puis ensuite l'adjectif gavoa, voilà, élevé, gvoim, gvoot, etc. Vous avez un adjectif, très bien. Et puis gavoa, un collectionneur apparemment, ou un collecteur peut-être, collecteur, je ne sais pas. Geva, donc toujours pareil, un certain, Gova, la hauteur, etc., etc. Bon, voilà. Gavhut, l'orgueil, Gavhan, fier, orgueilleux, etc. Bon, voilà. Donc, maintenant, on a compris qu'on a la racine et on peut en faire à peu près ce qu'on veut. Qu'est-ce qui fait sens, évidemment, dans le contexte? Dans la stature. Ouais. D'accord, c'est un substantif parce qu'il est suivi par B, thème, c'est ça. Bon. Alors, Oui, je pense que la syntaxe peut nous aider aussi là. Comma, la taille, la stature, oui. C'est pour ça que pour moi, j'ai pas pris pour hautain. Pour vous, hautain, ça, dans le contexte, ça va pas. Ouais, ouais. Alors, et effectivement, savoir si c'est hautain, c'est-à-dire un sens péjoratif, là, évidemment, dans le contexte, on est plutôt dans un descriptif plutôt positif. Vous voyez, on fait des compliments, etc. Donc, on n'est pas, a priori, pas encore. Alors, à moins qu'il y ait une bascule en disant précisément parce qu'il est beau, il devient un peu prétentieux, orgueilleux, etc., etc. Mais euh, voilà, à ce stade, on n'en est pas là. Mais on est plutôt dans des descriptifs physiques. D'accord? Donc, moi, j'aurais tendance à dire, pour l'instant, tenons-nous-en, oh là là, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, désolé, au sens de base qui est de la physique, une hauteur physique. On parle de quelque chose qui est haut, alors adjectif ou verbe ou avoir ou non, je ne sais pas quoi, mais en tout cas de quelque chose de physique, puisqu'on parle pour l'instant de mar'é, de toar, on parle de la forme, on parle de la beauté, de la stature, etc., etc. Donc physiquement, on se dit, waouh, voilà, beau gosse. Voilà. Donc, c'est ça. Dans le contexte, on est plutôt à décrire la beauté physique. Et rappelez-vous la scène, hein, on raconte comment Samuel va chez Jessé, Yishai, le père de David, en disant montre-moi tes fils. Il les lui montre les uns après les autres, et on connaît la suite du texte, et à la fin, il dit, ben, c'est tout, non, il y a le petit, mais il n'est pas là, il est parti, etc. Mais je veux le voir aussi. Bon. Donc on imagine la scène. Les frères sortent à la rencontre de Samuel, et donc le père lui dit, je vais te présenter mes fils, tu vois, choisis-en un qui va être beau. Et dans le contexte, je rappelle encore que le roi à l'époque, c'est Saül, et le roi Saül a été choisi parce qu'il dépasse tout le monde d'une tête. D'accord? Il est beau. Ah oui, oui. Donc, alors, je vous invite à relire le premier livre de Samuel, on va vous raconter tout ça très bien. Le peuple d'Israël dit, nous voulons un roi. Samuel leur dit, mais vous avez un roi, c'est Dieu, vous n'avez pas besoin. Oui, mais les autres nations ont un roi, on veut un roi aussi. Bon, très bien, vous voulez un roi, on va prendre Saül. Et Saül, il est grand, beau, fort, etc. On se dit, c'est ça qu'on veut comme roi. Et donc, il va être loin pour être roi, mais sauf que derrière, évidemment, il va être maladroit, désobéissant, chapitre 13, 14, 15 du premier livre de Samuel, à tel point que Dieu va dire, non, désolé, je te rejette,
Parce que la qualité première d'un roi, c'est pas d'être plus beau, plus grand, plus fort que tout le monde, c'est des qualités intérieures. C'est la beauté intérieure, on va dire, en sens avoir un homme selon le cœur de Dieu. Et finalement, le roi qui va suivre, ce sera David, et lui, David sera un bon roi, etc. Bon, voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas beau spécialement, mais ça veut dire que ça n'est pas ça qu'on cherche comme qualité première chez lui. Donc là, il faut avoir ça en tête. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va chercher un nouveau roi et qu'on va donc dans cette famille et qu'on va passer en revue tous les frères les uns après les autres. Il faut les imaginer côte à côte, ou je sais pas, ils se succèdent, voilà, un casting, je sais pas, imaginez une émission télé aujourd'hui, votez pour votre candidat préféré, etc. Bon, donc là on décrit, il y a la beauté de l'apparence, la beauté de, voilà, du visage ou de la vue de ce qu'on donne à voir, de la silhouette, et donc il y a la hauteur aussi, d'accord de ce point de vue-là. Donc il y a cette idée, à mon avis, quand même, de dire, là, on peut pour l'instant, à ce stade, se contenter de cette racine au sens physique du terme. Et puis il y a le terme coma qui suit derrière, donc vous avez analysé comme étant coma, c'est-à-dire comment vous avez traduit ça? C'est au possessif. Ah, c'est un possessif, d'accord, très bien, oui, oui, très bien. Non, mais leur stature, très bien, d'accord, ok, très bien. Dans leur stature, la stature de eux, très bien. Donc vous avez coma à l'état construit, comat, avec un pronom suffixe. Alors, quand on met un pronom suffixe troisième du pluriel derrière un nom suffixe, est-ce que c'est comme ça qu'on le vocalise? Non, c'est comatam. On me dit comatam dans mon oreille. Hervé dit ça. Alors, on peut vérifier sur les paradigmes. Regardez ce qui se passe. Vous avez ici sous le cheval de E, sous-sam. Vous pouvez avoir sous-hem, mais si vous faites tomber le he, vous avez une forme abrégée, et là c'est kametz même. D'accord? Sous-sam. Et ça va être la même chose, je ne crois pas que dans mon paradigme, je ne vous ai pas donné de nom féminin, mais parce qu'en fait c'est la même chose au féminin. Si vous regardez dans votre Bible, des noms féminins, on va prendre coma, je ne suis pas sûr que coma soit attesté, mais sinon on prendra un autre féminin. Donc nom féminin singulier, suivi d'un suffixe, troisième masculin pluriel. Alors on n'a pas avec coma, mais c'est pas grave, on va dire n'importe quel nom, ça ira très bien. Mince. N'importe quel nom, ça ira très bien. Voilà, vous avez sphatam, par exemple. Hein. Safa, c'est la lèvre, d'accord? La lèvre de E, d'accord? Donc vous voyez qu'ici, vous avez am à la fin. Khatatam, le péché, hein. Khata, khatat, khatatam, yadam, etc. Achotam, voilà. Donc, vous avez le suffixe doit être am. Donc, c'est komatam, d'accord? Donc, on va corriger ça. Komatam. Donc, B, komatam, dans la hauteur de E, d'accord? Et donc, il reste ensuite à vocaliser Gova ici, Govahim. Là, il y a un petit problème aussi. C'est Agevaim. Alors, il faut faire tomber, effectivement, Hervé nous dit l'antéprétonique, donc ça fait Hagvahim. Et même d'une certaine manière, le A ici va se trouver en syllabe ouverte. Alors attendez, non, parce que dans Govahim, Gova, si c'est Gova, si c'est substantif, c'est un shem kutl, c'est un shem kutl, Gova. C'est un shem kutl, donc si c'est un shem kutl, oui, c'est ça, si. Hagvahim, ça va être ça, quelque chose comme ça. Ah mais non, c'est pas du pluriel. Si, c'est du pluriel. Alors c'est ça qu'il faut vérifier. Est-ce que c'est du pluriel? Oui, bah c'est ça. Si c'est du pluriel, c'est ça. Les hauteurs. Les hauteurs. Hagvahim. Je ne sais pas si ça existe en hébreu biblique. On va regarder ça. Geva au pluriel.
Ah non, il me prend pas. Non. Voilà, on a govhe, on n'a pas le pluriel, on n'a pas de pluriel absolu. Mais ça peut être un truc comme ça. On a du pluriel construit, mais voilà. À vérifier. Pardon? Non, gova, c'est pas du féminin parce que le he est consonanté, qui fait partie de la racine. Donc il fait partie de la racine. Ouais. Le he fait partie de la racine. C'est pas un he qui indique le féminin. Donc si on prend ça comme un substantif, c'est bon. Après, il y a peut-être d'autres analyses possibles. Mais là, je vois qu'on a, oula, je vois qu'il est très tard. Il faut qu'on s'arrête. J'ai pas fait gaffe à l'heure et en plus, moi, j'ai un autre cours dans 3 minutes et on n'a pas fait de pause en plus. Donc là, je vais vous épuiser. Euh, de toute façon, on se retrouve cet après-midi à 13h30 et on va continuer le texte, finir ce texte, peut-être aborder le texte qui suit si on a le temps. Voilà, voilà. Mais bonne fin de matinée à tous, bon déjeuner. On se retrouve cet après-midi.